l'évolution de l'apprentissage à travers le temps. Tout d'abord, on a connu la pédagogie de la transmission, selon laquelle il était possible de transmettre tout simplement un discours à un élève ou à un apprenant qui pouvait le comprendre s'il était énoncé clairement. Alors, tout ce qui concerne la pédagogie des Jésuites, le cours classique, était fondé là-dessus. Selon cette façon de concevoir l'apprentissage, l'élève était plutôt passif, devait se contenter de comprendre l'information qui lui était transmise et puis s'efforçait de le régurgiter ou de reproduire ce qu'on lui avait appris. Le rôle de l'enseignant, c'était de transmettre tout simplement son savoir. Les forces de ce courant-là, c'était que c'était extrêmement rapide. Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut tout simplement dire de l'information pour qu'elle soit comprise? Par contre, les limites de ce courant-là étaient que, par exemple, pour être capable d'apprendre avec la pédagogie de la transmission, il faut avoir à peu près le même bagage cognitif que la personne qui nous parle. Autrement dit, il faut très bien connaître le sujet dont on nous parle pour être capable d'apprendre dans ce modèle-là. Et puis, il fallait aussi que les élèves aient les mêmes outils cognitifs, la même façon de comprendre que la personne qui leur parle pour être capable d'apprendre. Alors, c'est pas tout le monde qui était capable de réussir dans un contexte comme celui-là. Les pistes qu'on conserve encore aujourd'hui de la pédagogie de la transmission sont les exposés magistraux et la présentation de documentaires ou de tout type d'informations qui est plutôt statique. Alors, tout le monde se rappellera sûrement du chien de Pavlov. Le chien de Pavlov à qui on a été capable de faire sonner une clochette puis d'associer à ça sa salivation. Alors ça, c'est issu du courant behavioriste. Chez les behavioristes, on cherche à modeler le comportement des apprenants. Donc, on va leur faire vivre des situations dans lesquelles ils seront mis face à des stimulus. Ils produiront une réponse à laquelle l'enseignant ou le formateur va donner un renforcement positif ou négatif. Si le renforcement est positif, l'apprenant a plus de chances de vouloir reproduire ce comportement-là, plutôt que si le renforcement est négatif, l'apprenant va peut-être s'efforcer d'oublier la reproduction de ce comportement-là. Dans un contexte comme celui-là, le rôle de l'enseignant, c'est de faire le design de l'apprentissage, c'est-à-dire de découper les tâches en petites bouchées et à aider les élèves à traverser les différentes étapes pour qu'il y ait apprentissage. Le rôle de l'élève dans ce contexte-là, c'est d'être plutôt passif, d'écouter et de réagir en déduisant quels sont les comportements souhaitables dans l'environnement qu'il traverse. Les forces de ce courant-là, c'est par exemple d'être très efficace au niveau de la gestion de classe et d'être aussi très efficace pour les apprentissages de plus bas niveau taxonomique. Donc, par exemple, apprendre à accorder le participe passé avec avoir dans un cahier d'exercices. Alors, c'est de faire des exercices successifs qui vont développer des automatismes. Les limites de ce courant-là, c'est par exemple notre incapacité à découper une compétence complexe. Par exemple, avoir un regard critique sur une situation, c'est très difficile de découper ça en plusieurs petites tâches successives. Il faut vraiment, dans ce cas-là, vivre une situation complexe. Alors, le behaviorisme ne sera pas utile pour développer des compétences. Une autre force du behaviorisme, c'est de nous permettre de développer des routines et des procédures. Les limites du behaviorisme, c'est en fait de ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant quand il fait une erreur. Parce que chez les behavioristes, l'erreur, c'est une absence d'apprentissage ou un échec de l'enseignant dans le design de sa leçon. Donc, on va avoir besoin d'aller puiser dans les autres courants pour comprendre pourquoi les élèves font une erreur. Les pistes d'intervention qu'on garde encore aujourd'hui, qui sont issues du behaviorisme, sont par exemple le découpage des tâches en sous-tâches, le fait d'annoncer clairement ses attentes en début de cours ou en début de journée au primaire. C'est aussi le renforcement. Donc, on a conservé du behaviorisme le fait de renforcer positivement les comportements qu'on veut voir reproduire. Et on a conservé aussi du behaviorisme l'évaluation formative et l'évaluation sommative. On va maintenant entrer dans les courants dits constructivistes. Alors, ce sont les courants qui s'intéressent à la construction des connaissances chez les apprenants. Le premier dont je vais vous parler, c'est le cognitivisme. Alors, on a vu que les faiblesses du behaviorisme, c'était de ne pas s'intéresser aux raisons pour lesquelles les élèves font des erreurs ou à tout ce qui se passe dans la tête de l'apprenant.
Alors, les cognitivistes, eux, vont s'intéresser à ce qui s'y passe. Leur objet d'étude, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment une personne peut traiter l'information, encoder l'information dans sa mémoire à long terme et y accéder dans les moments opportuns où on en a besoin. Alors, c'est eux qui vont nous expliquer le fonctionnement de la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, et puis ils vont aussi beaucoup s'intéresser à comment les informations sont organisées dans la mémoire à long terme. C'est aussi d'après leurs travaux qu'on a construit l'ordinateur. L'ordinateur étant constitué d'un processeur qui traite l'information et aussi à une structure de fichiers qui est construite en arborescence, dans laquelle il y a de grandes catégories et des sous-catégories d'informations. Pour les cognitivistes, apprendre, c'est ajouter de la nouvelle information à des informations déjà existantes dans la mémoire à long terme. Alors, ce sont les premiers à croire que les élèves, quand ils arrivent à l'école, n'ont pas la tête vide, mais ont déjà un bagage de connaissances dont on doit tenir compte et auxquelles vont s'ajouter les nouvelles connaissances qu'on va leur apprendre. Un autre élément qui est important d'associer au cognitivisme et à tous ces grands courants constructivistes, c'est la nécessité d'avoir des connaissances antérieures. Donc, autrement dit, si on n'a pas de connaissances antérieures par rapport à un sujet quelconque ou une notion quelconque, il est impossible de traiter l'information, donc d'apprendre. Alors, on va beaucoup s'intéresser à l'existence ou non de connaissances antérieures chez les élèves avant de commencer un enseignement. Le rôle de l'enseignant dans ce modèle-là, ça va être d'aider à la construction des connaissances ou d'aider à l'organisation des connaissances. Alors, c'est là que les enseignants vont faire des interventions sur la structure existante des connaissances chez les élèves. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'exploiter, par exemple, les réseaux de concepts. Alors, tous les logiciels qui nous permettent de créer des réseaux de concepts, ça provient du cognitivisme. L'enseignement stratégique aussi, c'est un mouvement qui est issu du cognitivisme. On a beaucoup vu naître ça dans la fin des années 80, début des années 90, et puis on en a gardé des enseignements forts. Le rôle de l'élève dans le cognitivisme, c'est de traiter l'information. Donc, l'élève est quand même actif et puis il est engagé consciemment dans le traitement de l'information. Alors, les forces de ce courant-là, c'est de clarifier l'organisation des connaissances et aussi, une des forces de ce courant-là, c'est la métacognition. Alors, le fait de rendre l'élève conscient de la façon dont il construit sa connaissance l'amène à avoir plus de pouvoir sur cette fameuse construction-là. Une limite du cognitivisme, c'est par exemple si on axe trop sur l'organisation des connaissances, mais qu'on ne l'associe pas nécessairement au contexte dans lequel elles doivent être sollicitées, on va vivre un échec de transfert. Alors, dans le constructivisme, le mouvement qui va venir après, là, on va aller vraiment exploiter le concept de contexte. Alors, mettre les choses en contexte pour que les élèves soient capables de solliciter les connaissances d'abord, mais aussi de les solliciter au bon moment et dans le bon contexte. Les pistes d'intervention qui sont issues du cognitivisme sont par exemple la métacognition, le fait d'amener les élèves à réfléchir à la façon dont ils organisent leurs connaissances. On va voir aussi apparaître des pistes relatives à l'organisation des connaissances et au réseau de concepts. Ensuite, on va aussi amener les enseignants à faire des liens entre les différents types de mémoire. Donc, on va amener les enseignants à faire des liens entre la mémoire épisodique, les épisodes vécus par les élèves dans la vie courante, et la mémoire sémantique, les contenus plus scolaires. Alors, on va amener les élèves à faire des liens entre les événements qu'ils ont pu vivre dans leur vie et rattacher ça à des contenus scolaires. Alors, on va, dans ce cas-là, bien exploiter la force de ces deux mémoires-là. Observons maintenant le constructivisme. Je vous ramène à vos études universitaires avec Piaget qui nous enseignait que le développement cognitif était fait de stades successifs reliés plutôt à l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on est capable d'abstraction et plus on est jeune, plus on a besoin de concret. Chez les constructivistes, l'apprentissage est une construction personnelle. Autrement dit, je ne pourrais pas prendre ma construction et la mettre dans la tête d'une autre personne. Non, il va falloir que je la mette dans une situation réelle dans laquelle cette personne-là va vivre un événement, va manipuler l'information, va manipuler la connaissance et va se faire sa propre construction. Dans ce cas-ci, l'élève va beaucoup apprendre dans l'action. Alors, c'est très important chez les constructivistes de mettre en place des situations
où l'élève va être actif et va manipuler de façon concrète ou abstraite l'information ou la connaissance. Le rôle de l'enseignant chez les constructivistes, c'est effectivement de penser à des situations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vit, par exemple, à ce qu'un scientifique ferait comme opération dans son vrai travail pour faire vivre ces situations-là aux élèves. Les élèves, dans ce cas-ci, même s'ils n'avaient pas de connaissances antérieures par rapport à un sujet, par rapport à une notion, par rapport à un concept, grâce à ces manipulations-là, ça va faire quand même émerger une construction temporaire sur laquelle l'enseignant va pouvoir intervenir par la suite. Donc, ça va faire en sorte que l'élève va avoir un certain bagage sur lequel je peux agir et fignoler cette construction-là comme enseignant. Le rôle de l'élève dans le constructivisme, c'est d'être actif dans les situations qui lui sont soumises par l'enseignant et accepter de vivre des déséquilibres qui sont parfois inconfortables. Une des forces du constructivisme, c'est par exemple de travailler sur l'erreur. Chez les constructivistes, l'erreur est un élément vraiment intéressant qui nous permet de constater où en est rendu l'élève dans son développement cognitif. Donc, c'est une source d'information qui n'est pas vue comme étant quelque chose de honteux ou quelque chose qu'on va essayer d'éviter. L'erreur va plutôt être quelque chose qu'on va essayer de comprendre et sur laquelle on va pouvoir dorénavant construire. Les pistes d'intervention qui sont issues du constructivisme sont, par exemple, les situations complexes, le fait de guider les élèves sans aplanir les difficultés en les questionnant et en les relançant. Le père du socioconstructivisme, c'est Vygotsky, entre autres. Ce que Vygotsky nous enseigne, c'est que non seulement il y a une construction qui est faite chez l'élève, mais on peut ajouter à ça l'aspect social. Autrement dit, grâce au langage, on est capable de faire une construction qui est beaucoup plus fine que celle qu'on aurait fait par soi-même. Autrement dit, il y a un grand gain à amener les élèves à échanger leur perception, leur façon de voir les choses, et le fait qu'ils arrivent à un consensus fait en sorte que chacun des deux interlocuteurs a raffiné sa conception. Un élément très intéressant chez les socioconstructivistes, c'est le fait que le développement cognitif n'est pas figé comme chez Piaget où il y avait des stades vraiment qui étaient associés à l'âge et qui permettaient à l'élève de passer d'un stade cognitif à un autre. Non, chez les socioconstructivistes, on dit plutôt que si un élève n'a pas atteint un processus cognitif, mais que je prends le temps de l'accompagner et de travailler ce niveau de pensée-là avec lui, je vais lui permettre de l'atteindre plus rapidement que si j'étais centrée sur des stades plus biologiques. Alors, autrement dit, si un élève n'a pas vraiment les capacités de réaliser un problème, de faire une abstraction, le fait de l'accompagner va l'aider à acquérir ce processus cognitif-là. Le langage est donc un élément très important chez les socioconstructivistes. Le langage nous permet de préciser notre pensée, de négocier le sens de certains mots et de raffiner notre apprentissage. Le rôle de l'enseignant dans ce courant-là va être de mettre à la disposition des élèves des situations dans lesquelles les échanges vont être riches et dans lesquelles l'enseignant va animer les échanges sans les couper par des affirmations qui feraient office de conclusion. Non, on va plutôt laisser les élèves discuter et on interviendra plutôt plus tard lorsqu'on verra qu'il y aura des dissonances ou des erreurs de compréhension chez les élèves. L'une des forces du socioconstructivisme, c'est que l'erreur, c'est une source d'apprentissage pour tous les interlocuteurs. Les pistes d'intervention issues du socioconstructivisme sont les situations complexes dans lesquelles on va prévoir des moments d'échange, comme par exemple des débats ou des mises en commun d'idées. L'intention de cette capsule n'était pas de vous faire un retour historique sur toutes les visions de l'apprentissage, mais bien de nous faire voir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun des courants. Donc, si on est seulement transmissif, on aura sûrement des problèmes de transfert. Alors, on doit aller puiser dans les différents courants pour bien exploiter les forces d'apprentissage et maximiser les situations dans lesquelles on met nos élèves.